je reçois aujourd'hui notre ami André Possokov dans la série de nos émissions de réinformation historique. Il y a peu, nous avons évoqué avec lui la question de l'armistice de juin 40, en réponse en quelque sorte à certaines émissions présentées à la télévision. Aujourd'hui, nous allons rester dans le même registre, mais pour évoquer une question qui continue à faire débat à propos des heures les plus sombres de notre histoire, c'est la question de la résistance communiste. On sait ce qu'il en est de l'épopée qu'a construite après coup le Parti communiste avec ses 75 000 fusillés dont les 3/4 étaient imaginaires. On sait comment le mythe de la résistance a été exploité par les mêmes communistes, mais il est utile de revenir un peu plus en détail sur la réalité des faits. C'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui, donc avec André Possokov. André, bonjour. Bonjour. Le Parti communiste d'abord, il y a une chose qu'il faut rappeler à propos de son attitude au début de la guerre, c'est qu'en 1939, il n'est pas du tout dans un registre d'opposition intransigeante au nazisme, au contraire même, principalement dans la foulée du pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Eh bien, après quelques moments d'hésitation, le Parti communiste s'est rallié au pacte germano-soviétique signé à la fin août 1939, ce qui a provoqué beaucoup de démissions du Parti communiste, beaucoup de départs, des querelles violentes. Le numéro 3 du PC, Giton, est parti, ça lui coûtera cher. Beaucoup de pertes de militants. Et puis l'entrée en clandestinité, puisque à partir de la fin de septembre, Édouard Daladier s'est mis à entrepris de poursuivre le Parti communiste, de l'interdire, d'interdire la presse et d'arrêter les principaux éléments, les principaux militants du Parti communiste. Ce n'est pas Pétain qui l'a lancé, il l'a poursuivi cette politique, il l'a amplifiée, mais surtout cela a été entamé par Édouard Daladier, ce qui fait que lorsque les Allemands sont arrivés, eh bien, il y avait beaucoup de communistes dans les prisons ou dans les camps. Alors il y a une entrée en clandestinité, Maurice Thorez a déserté. On l'a retrouvé à Moscou. À Moscou via la Suisse. Peut-être en passant par l'Allemagne. Et Duclos s'était réfugié en Belgique. Duclos est revenu après la victoire des Allemands à Paris et il a joué un rôle extrêmement important du Parti communiste pendant toute la guerre. Il est resté très très bien camouflé, très très bien caché et il a eu effectivement un rôle de direction du Parti communiste, mais pas essentiellement des FTP. Ce qu'il faut dire sur cette période, c'est qu'il est resté beaucoup de choses clandestines malgré toutes les pertes du PC. D'abord, l'organisation clandestine, puisque dans tout parti communiste, il y a ce que l'on voit, et puis l'organisation clandestine. Et puis surtout, il y a eu une propagande antinationale, alors que la France, à partir de septembre 39 jusqu'à la défaite en juin 40, était en guerre. Donc, une propagande auprès de la population contre la guerre, une propagande auprès des troupes, auprès des soldats, et puis surtout des sabotages dans les usines. Mais des sabotages dénoncés à la tribune par Daladier après la guerre, en 46-47, des sabotages relativement nombreux, qui prenaient la forme d'actes criminels comme aux usines Farman à Boulogne-Billancourt. On sabotait des avions, les avions explosaient en vol avec les pilotes, comme si on en avait assez. Et puis surtout, ce sur quoi on insiste pas assez, mais il y a des témoignages, le ralentissement de la production. Donc on peut dire qu'entre septembre 1939 et la défaite, juin 40, le Parti communiste a eu une politique de trahison. Lorsque l'historienne Lacroix-Rives dit qu'il y avait eu, c'est le titre de son livre, le choix de la défaite de la part des élites dirigeantes. D'ailleurs, quelles élites dirigeantes? C'était la gauche qui gouvernait la France depuis 1932. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas que les élites dirigeantes
dirigeantes et les gouvernants, même de gauche, avaient choisi la défaite. Je rappelle également que tous ceux qui, de l'extrême droite ou de la droite radicale, avaient entrepris d'adhérer à la cagoule ou aux ligues, au moment de la déclaration de la guerre, certains sont revenus à l'étranger et se sont engagés dans l'armée, comme Jeantet, qui était à la 4e DCR de Gaulle. Alors que les communistes ont trahi. S'il y a bien un parti qui a choisi la défaite, c'est les communistes. Oui, et c'est un parti, il faut le rappeler, que l'année précédant la guerre, en 1938, qui avait hurlé très fort contre les accords de Munich, en dénonçant justement la faiblesse du gouvernement français par rapport à l'affaire des Sudètes. Les mêmes, un an après précisément, vont considérer que l'entrée en guerre à propos de l'invasion de la Pologne par les Allemands, eh bien c'est une guerre au service des monopoles anglo-saxons et que cette entrée en guerre n'a aucune légitimité. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que sur toute cette période des années 30, et surtout pendant la guerre, tous les actes des communistes et des FTP étaient commandés de Moscou. Et lorsqu'il y a eu le pacte germano-soviétique, les flottements au sein du peuple communiste ont tout de suite été réprimés par des instructions de Dimitrov, qui était à la tête du Comintern, en disant « voilà la doctrine ». Et cette doctrine était celle qui a été appliquée par le Parti communiste. Il y aura des prolongements après, alors à partir du moment où la France, le nord de la France, sera occupé. Parce que, à partir du moment où la France était occupée, les communistes ont eu une attitude envers l'occupant, alors sinon de collaboration ou de coopération, mais de complaisance. On rappelle la demande de parution de l'Humanité fin juin 40, un moment, juste après l'entrée des Allemands dans Paris. Oui. Et qui aurait été accepté. Abetz discutait avec les représentants du Parti communiste, et au départ, Duclos avait poussé à la chose. Et c'est le préfet de police de Paris, Langeron, qui a arrêté tout ça, en arrêtant physiquement les négociateurs, et d'un seul coup, la chose ne s'est pas faite. Mais surtout, et les témoignages sont nombreux de la part de Tillon, de la part de beaucoup de responsables communistes, pendant la période de juin 40 à juin 41, il y a des communistes qui ont adopté une attitude de résistance. On peut penser à Guingouin dans la Haute-Vienne, on peut penser à Tillon dans le Bordelais, on peut penser à Einaf qui camouflait des armes en Bretagne. Le Cœur aussi. Le Cœur dans le Nord. Le Cœur dans le Nord, mais c'était des initiatives individuelles. 2, elles ont été condamnées, blâmées et condamnées par le Parti communiste. Et 3, tous ceux qui ont pris des initiatives individuelles après la guerre, alors quel qu'était leur rôle pendant la guerre, et Dieu sait que Le Cœur, Tillon ont eu des rôles considérables, Tillon est devenu le patron des FTP, ont été liquidés, alors non pas physiquement, mais marginalisés et liquidés du parti. Ça a été le cas de Tillon, qui avait quand même été ministre de Gaulle. Ça a été le cas de Le Cœur, qui était le numéro 3 du Parti communiste dans les années 50. On peut rappeler une petite anecdote à ce sujet, à propos des éditions successives du livre de Thorez, Fils du peuple, où il y a des photos des dirigeants communistes internés à la santé. Et dans une première édition, il y a Tillon, n'est-ce pas, sur ces photos. Dans une autre édition, on a retouché les photos pour qu'ils disparaissent. C'est une habitude communiste, parce que nous avons beaucoup d'exemples en Union soviétique. Donc, j'insiste sur un calcul. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale, à l'Ouest, a duré 68 mois. Pendant 22 mois, c'est-à-dire de septembre 39 jusqu'à juin 41, c'est-à-dire pratiquement le tiers de la guerre, oui. Les communistes n'ont pas résisté. Ils ont même facilité les choses auprès des Allemands. Leur ennemi, leur adversaire, c'était le régime de Vichy, Pétain, et 2, c'était la guerre capitaliste, c'est-à-dire les Anglais et De Gaulle. Ça changera évidemment en juin 41, mais il faut quand même le rappeler. Alors que les résistances nationales sont nées
fin 40, comme le musée, celle du musée de l'Homme, début 41, et que l'on a vu apparaître des mouvements extrêmement importants en zone sud, comme Combat avec Freinet, comme Franc-Tireur avec Jean-Pierre Lévy, et Libération Sud avec Emmanuel Dacier-Lévigerie. Mais surtout dans le Nord, là où il y avait, les Allemands étaient en prise directe, il y a eu au moins un très grand mouvement de résistance qui s'appelait l'Organisation civile militaire, l'OCM, qui était fondée d'ailleurs par des gens de droite. Il faut rappeler que tout cela a commencé avant. Et d'ailleurs, les communistes, à un certain moment, dans les années 43-44, on les appelait les tarvenus. Rappelons aussi le rôle des réseaux comme Alliance ou comme la CND de Rémy. Donc, le rôle des communistes jusqu'au 22 juin 1941 est plus que contestable, et je crois qu'il ne faut pas manquer de le rappeler. Ce qui est le plus odieux, ça a été les sabotages. Alors, ce qu'il faut noter, alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que dont nous sommes en train de discuter, c'est d'un documentaire sur RMC Découverte, le 11 janvier 2018, Nous étions des combattants. Bon. C'est un documentaire sur la résistance juive des MOI, main-d'œuvre immigrée. D'ailleurs, il n'y avait pas que des juifs dans la main-d'œuvre immigrée, mais le thème central est celle des juifs, et largement à la gloire des FTP, parce que les MOI étaient dans le contexte de la résistance communiste. Ça fait suite à deux autres documentaires, Des terroristes à la retraite de Moscou en 1985 et L'affiche rouge de Rothman avec Stéphane Courtois en 1994, ce qui a donné d'ailleurs l'occasion d'échanger verbalement des horions entre les survivants qui n'ont pas manqué de se quereller sur le rôle du PC par rapport au MOI. Donc sur la base de ce document, il est intéressant effectivement de faire quelques actes de réinformation. Alors la première réinformation, c'est qu'on ne parle que des MOI, mais il n'y a pas eu que cela dans la résistance juive. Il faut le dire, il y a eu des résistances juives. Hein. La première résistance, ça a été la fabrication des faux papiers, avec beaucoup d'habileté. Ça a été le sauvetage de beaucoup de juifs et notamment d'enfants. Hein. La troisième chose, c'est que il y a eu des juifs dans les organes des partis des mouvements de résistance, hein, par exemple en Libé Sud, au BRAC. Hein. Je cite des noms rapides, mais il y en a d'autres. Jean-Pierre Lévy, à la tête de Franc-Tireur, et dans Combat, la famille Bernard. Bon. Puis il y en avait aussi dans la résistance extérieure, et pas simplement dans les bureaux, comme l'ont dit certains, puisqu'il y en avait dans la première DFL, celle qui s'est battue à Bir Hakeim, et dans l'aviation, par exemple. Rappelons-nous Romain Gayry. Alors, les FTP-MOI, eh bien, il y a aussi cette forme de quatrième résistance qui est les FTP de la main-d'œuvre immigrée, et c'est de cela uniquement que parle le documentaire, parce qu'ils étaient au sein de la résistance communiste. Alors qu'en fait, il y a eu d'autres résistances juives. Évidemment, cela tourne à la gloire des communistes. Alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que d'où vient cette main-d'œuvre immigrée ? Après l'échec des révolutions communistes en 1920, il y a eu énormément de partis communistes dans l'Est de l'Europe, Roumanie, Pologne, Tchécoslovaquie. Et ils ont fait ce que font tous les communistes. Et ils ont été pourchassés, arrêtés, condamnés, et beaucoup ont émigré. Et ils ont émigré où ? Ils ont émigré en France, qui a été le déversoir de tous ces gens-là. Alors, disons bien les choses, hein. Il y a eu 120 000 juifs étrangers et apatrides. Il y avait 120 000 juifs étrangers et apatrides en France, d'après le livre de Louinger, en France. Ils n'étaient pas tous à la MOI. Mais par contre, il y avait beaucoup de communistes qui sont arrivés en France et qui ont été regroupés par le Parti communiste, c'est-à-dire par Jacques Duclos, dans un organisme, la main-d'œuvre immigrée, la MOI, que l'on retrouvera jusqu'à la fin de la guerre. C'est un regroupement par nationalité et ils sont organisés d'une manière très clandestine entre, si je peux employer ce terme, congénères. Et Dominique Vénère, dans son livre sur Récent, parle d'un Underground, et dans lequel la police française et les Allemands ont eu du mal à pénétrer. Beaucoup d'entre eux se battront dans les brigades internationales. En Espagne, avant 1939. En Espagne, avant 1939. Beaucoup, par exemple, London.
celui de l'aveu, qui a eu un rôle important en Espagne, un rôle important dans la résistance, qui est parti, comme beaucoup d'entre eux, en Tchécoslovaquie, et qui, en 1950, avec la vague d'antisémitisme stalinienne, a échappé peu à la corde, contrairement à certains autres. Contrairement à Slansky et ses compagnons. Oui, et dans tous les pays. Dans tous les pays, ça a été pareil. Lorsque les Allemands sont arrivés, la MOI était déjà organisée. Alors, est-ce qu'ils ont fait beaucoup de choses à l'époque ? Non, pas tellement. Ils ont agi, ils se sont organisés, mais l'époque ne s'y prêtait pas. Ils vont agir seulement à partir de juin 41. Alors, ils vont agir à partir... Oui, eux, ils étaient déjà sur les dents, ils étaient déjà en action avant, mais pas de manière extrêmement forte, puisque les attentats individuels et la politique de sabotage a commencé à partir d'août 41, après le 22 juin. Mais la MOI était déjà en situation de résistance, alors que le Parti communiste lui-même était en situation, j'appelle ça, de complaisance. De complaisance, c'est ça, oui. Il faut signaler pour ordre que beaucoup d'étrangers et beaucoup de juifs se sont engagés dans l'armée française en 1939, comme cela avait été fait en 1914, et qui se sont battus dans des régiments de volontaires étrangers, encadrés par la Légion. Ils se sont battus sur la Somme. Voilà. Donc, de juin 40 à 41, nous en avons parlé. Donc la résistance communiste commence en juin 41 et elle a pris deux formes. Il n'y a pas une coupure nette, mais il est clair que jusqu'à la fin 43, essentiellement, ça a été une guérilla urbaine, surtout très forte en région parisienne. Et puis, à partir de 43 jusqu'à évidemment la libération, ça a été les maquis. Parce que dans la guérilla urbaine faisait l'objet d'arrestations, de déportations, et que beaucoup ont trouvé refuge dans les campagnes, dans les provinces, ou des maquis où ils ont essaimé et créé des maquis, mais comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Voilà comment cette guérilla urbaine. Alors, au départ, il y avait une organisation spéciale qui ne faisait que de la propagande. Et puis, dès l'été 41, ont été créées les jeunesses communistes avec Ouzoulias, Fabien. Et ce qu'il faut retenir de cela, c'est que si on a fait appel aux jeunesses communistes, c'est que le Parti communiste ne trouvait pas dans son sein des adultes qui avaient envie de faire de l'action armée. Alors les jeunesses communistes ont été mobilisées pour les attentats individuels, la lutte armée et les sabotages, avec des effectifs ridicules. Et ça a débouché sur les attentats individuels. Et ça, ce n'était pas les Juifs, ça a été essentiellement des hommes comme Fabien, colonel Georges, et comme Brunstein, qui, lui, a réussi à échapper au RAF, parce que tous ceux qui ont participé à un attentat individuel ont été arrêtés, sauf Fabien et sauf Brunstein, qui, lui, s'est réfugié à Londres. Et puis, ces attentats individuels n'ont pas soulevé la passion dans la population, contrairement à ce que... Parce que c'était le but visé par cette stratégie, enclencher une répression allemande qui allait contribuer à... C'est ce qu'a dit Fernand Grenier à Rémy. À réveiller la population. Mais enfin, il faut quand même dire que si ces attentats individuels et cette action armée étaient à l'instigation des instructions de Staline, cela a été à haute voix blâmé par De Gaulle à la radio, et puis par les chefs des mouvements de résistance, qui ne faisaient pas à l'époque de résistance armée, même s'ils se préparaient au travers des groupes francs, tels que par exemple Freinet à Combat. Donc en fait, les gens ont appris que l'on fusillait. Il y a une montée de germanophobie, mais ce n'est pas pour cela autant que la population était prête à la lutte armée. Alors, là aussi, il y a eu des problèmes d'effectifs. Et au début de 1942, on a regroupé, le Parti communiste a regroupé l'organisation spéciale, les bataillons de jeunesse et le MOI dans les FTP. Et au sein des FTP, il y a eu les FTP MOI.
Et là, nous sommes donc en début 42. Début 42. Début 42. Étant entendu que dans le deuxième semestre 41, il y a eu des attentats individuels, parce qu'il n'y a pas eu que celui de Barbès, fait par Fabien. Il y a eu à Nantes et à Bordeaux. Le commandant de la place de Nantes, ce qui a entraîné l'exécution des otages de Chateaubriand. Exactement. Donc, création des FTP. C'est Tillon qui en prend la direction. Il y a un comité militaire national. Alors, d'ores et déjà, dit Franck Liègre dans son livre, les FTP, d'ores et déjà, qui est extrêmement intéressant, l'action contre l'armée allemande a été réelle, était voulue, elle a été réelle à partir d'un certain moment, mais elle était une occasion de rechercher des adhérents, des militants, et il était clair que le but final était de constituer à terme un gouvernement communiste, c'est-à-dire de viser la prise du pouvoir. Et ça, c'était dans les intentions dès le départ. Alors, le Parti communiste et les FTP, par manque d'effectifs, se sont tournés vers les MOI, vers la main-d'œuvre immigrée, avec. Alors, cette main-d'œuvre immigrée avait 4 détachements, avait un petit secteur de renseignement, avait en quelque sorte d'un secteur armement, des services d'appui. Et ils ont surtout agi en région parisienne, mais également en liaison avec d'autres résistants, la résistance juive à Lyon, Grenoble, Marseille et Toulouse. Donc ils ont beaucoup, ils ont agi, ils ont été extrêmement actifs, surtout pendant la période de 1943. Très grosse activité en 1943. Il faut voir aussi qu'il y a eu des arrestations extrêmement lourdes, puisque en deuxième semestre 41, ceux qui avaient fait les attentats individuels et qui n'étaient pas juifs ont été arrêtés, donc sauf les 2 que j'ai cités. Et puis, il n'y avait pas réellement de recrutement, et donc ça a été les MOI qui ont fait l'essentiel, mais pas tout, contrairement à ce qu'ils ont dit après. Je pense aussi que dans le contexte de l'époque, avec les rafles qui sont intervenus en 1942, certains de ces militants d'origine immigrée étaient naturellement portés à passer à l'action, à passer à la clandestinité, plutôt que d'attendre d'être arrêtés. Vous avez raison. Dans les documentaires, on insiste sur les rafles de juillet 42, voilà. Qui ont pour conséquence effectivement l'entrée en clandestinité de beaucoup de jeunes, et aussi le développement des actions d'aide. Mais le rôle des MOI n'était pas celui des actions d'aide, c'était d'autres organismes divers et variés. Dans le livre de Loinger, préfacé par Klarsfeld et par Caspi et par Simone Veil, ils insistent beaucoup sur le rôle pour le sauvetage de l'Église catholique, et des monastères et de certains évêques. Ils insistent beaucoup sur Monseigneur Saliège, l'archevêque de Toulouse, et Théas, archevêque de Montauban, qui en 1944 s'est retrouvé à Compiègne, prêt à être déporté, et au dernier moment ne l'a pas été. Donc des arrestations extrêmement nombreuses qui au début ont beaucoup sabré la partie française entre guillemets, et donc à partir de ce moment-là sont surtout les MOI, mais pas tout seuls, parce que certains ont dit que c'était la MOI qui faisait tout le travail, et ce n'est pas tout à fait exact. On le verra dans le bilan de la guérilla Parce que tout cela représente un volume d'effectifs approximativement très réduit. De combien de militants? Alors, très faible. Très réduit, oui. Très faible. Enfin, très réduit, réduit également par les arrestations. Mais il ne faut pas imaginer, il ne faut pas confondre avec les maquis qui ont mis des dizaines de milliers d'hommes. Alors, lorsqu'il y a eu l'OS en 40-41, dans la Seine, il y avait 36 personnes. La lecture du livre de Liègre est étonnante, parce qu'on s'aperçoit que c'était très peu de personnes. En même temps, un petit groupe, même peu nombreux, mais très déterminé, peut effectivement avoir un impact non négligeable en organisant des actions radicales, des assassinats, ça a été des choses comme ça. Mais
le Parti communiste a prétendu qu'ils étaient les seuls résistants, qu'ils avaient le droit à avoir, et c'est là où nous entrons dans un sujet, ils avaient le droit de diriger la résistance intérieure, disant aux gaullistes, vous serez la résistance extérieure. On sait très bien que si ils étaient arrivés à ce stade-là, ce qui serait passé en 1944 au moment de la libération. Ce n'est pas vrai. Par exemple, ils prenaient l'action directe. Et on dit que plus tard, que les autres mouvements, l'armée secrète, etc., étaient des attentistes. Mais il y avait déjà les groupes francs de combat avec Renouvin. Donc il y a là toute une partie de mensonges et de propagande. Les communistes ont construit toute une mythologie de la résistance à l'issue, dans laquelle évidemment ils s'accordent la part du lion et le meilleur rôle. La fameuse légende des 75 000 fusillés du Parti communiste. Alors quand tout est pour tout, je crois qu'il y en a eu 15 000 en tous les fusillés. J'ai essayé de retrouver les chiffres parce que Fabrice Grenard, dans un livre qui vient de paraître sur les trahisons dans la résistance, cite des chiffres. Il cite les chiffres des arrestations de MOI par les brigades spéciales. Ça correspond pas, les chiffres qu'il cite ne correspondent pas à la totalité des fusillés. Il y a eu 25 000, 30 000 fusillés pour faits de résistance ou comme otages. Combien de communistes là-dedans? Certainement pas la totalité, ni la majorité, c'est peut-être une minorité. Quel que soit, et il faut le souligner, nous sommes en paix, mais tous ces gens-là ont affronté quelques considérations politiques historiques que l'on puisse avoir. Ils ont affronté la mort, la déportation, la torture dans des conditions, des conditions terribles, parce que être pourchassé par la police française ou par la Gestapo, ça devait être tout à fait terrible. Mais j'ai un chiffre qui répond à votre question au plein. Parce que là, j'ai eu des chiffres qu'on arrive à confronter. Aussi bien entre Liègre qu'avec les émissions, les documentaires. À l'été 1943, il y avait en Île-de-France 110 combattants pour les FTP. 110. 110, ah oui, c'est très peu. Dont 40 FTP Moy. À quoi, dans une émission, on a dit qu'il y avait 100 FTP Moy. Mais il était ajouté, je crois que c'est Stéphane Courtois qui ajoute, que sur les 100, il y avait 50 réellement combattants, et les autres 50, c'était les missions d'appui, de renseignement, de fourniture d'armes. Par exemple, les jeunes femmes apportaient les armes sur l'endroit de l'attentat et les reprenaient. Donc ce sont des chiffres extrêmement réduits. Alors ces chiffres fluctuaient en fonction des arrestations, et à la fin de 1943, alors que le MOI avait été liquidé avec l'affaire Manoukian, puisqu'ils ont été arrêtés en novembre 1943 et ils ont été jugés et fusillés en début 1944. La MOI s'est réduite à pas grand-chose, et de toute façon, le Parti communiste, surtout en région parisienne, les FTP en région parisienne, la lutte armée avait subi des coups tellement sensibles qu'elle était un peu à perte de vitesse. Cela ne reprendra qu'avec la libération de Paris. Et cela n'a été possible que parce qu'ils ont pris le pouvoir, les communistes ont pris le pouvoir, grâce, nous verrons cela, au COMAC et au CNR. Et j'ai d'autres chiffres, puisque Franck Liègre cite en octobre 1943, c'est-à-dire après le mois d'août, 277 FTP pour la région parisienne, ce qui n'est pas beaucoup, mais il a des doutes sur ce chiffre, car, et c'est Courtois dans l'émission sur les MOI, qui dit que les communistes avaient intérêt à gonfler les chiffres et à affirmer des actions qui n'avaient en fait pas réussi parce qu'elles étaient en pleine négociation et surtout en pleine lutte pour le pouvoir avec le gaullisme, avec De Gaulle. Et que donc ils avaient intérêt à faire gonfler, bousser, surévaluer leur rôle et leurs actions. Et donc aussi les chiffres. Alors qu'il pouvait y avoir des combattants, mais il pouvait aussi y avoir des militants. Il pouvait y avoir des militants. Et alors qu'en est-il de ce qu'on a appelé l'affaire Manoukian ? Alors l'affaire Manoukian... certains ont dit que finalement ces militants-là avaient été lâchés, voire trahis par le Parti communiste. Alors est-ce qu'on a une vision bien claire de ces événements-là aujourd'hui ? Je pense qu'on a une vision claire, encore certainement très discutée, car les querelles ont été violentes.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des arrestations. Il y a eu 3 vagues d'arrestations et Manouchian est la 3e. Il y a eu des vagues d'arrestations en février, mais essentiellement sur la MOI. Parce qu'il y a eu des arrestations de communistes non MOI avant. En février 44 et en juillet... en février 43 et en juillet 43. Arrestations parce que les brigades spéciales étaient particulièrement efficaces. Et qu'elles s'étaient très centrées sur... tous ces militants étaient plus ou moins connus, fichés, et ils le savaient. Donc ils vivaient dans la crainte permanente. Or, le chef des MOI était Boris Alban, communiste roumain, qui a écrit un livre très tardivement, extrêmement intéressant, après 45 ans de silence, le chef militaire des FTP-MOI. Et lui en est sorti de cette il en est sorti, mais grâce au Parti communiste, on peut le dire de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste avait besoin de résultats et avait dit à Boris Alban, qui commandait les FTP, ils lui ont dit de relancer l'action. Or, ils avaient peu d'effectifs et ils voulaient agir par trio. Et ces trios, ils ont dit, écoutez, prenez plus de personnel. Et Boris Alban, non, ce n'est pas possible, nous allons au massacre. Et il avait raison. Et à ce moment-là, on l'a remplacé par Manouchian. Et Boris Alban a été mis sur la touche jusqu'à l'arrestation de Manouchian. Ce qui lui a permis d'échapper à la répression. D'être un survivant de la MOI. Voilà. Alors qu'ils ont été arrêtés en novembre 1943, mais par dizaines. Et ils ont été jugés, condamnés à être fusillés avec la fameuse affiche rouge. La fameuse affiche rouge. Alors, ce groupe-là avait quelles actions avec dans l'émission avec de Courtois, la question lui est posée. Je pense que Stéphane Courtois est un historien de très haut niveau, et il répond très clairement. Ils n'ont pas été trahis. Ils n'ont pas été trahis. Deuxièmement, ils n'ont pas été lâchés. C'est-à-dire que vous coupez tous les subsides, ils avaient besoin de beaucoup d'argent, vous fermez les planques, etc. Non, il dit non. Mais ils ont été sacrifiés. Pour des raisons politiques. Et c'est les termes exacts qu'emploie Stéphane Courtois à l'époque. Et ils ont été réellement sacrifiés. Et ils ont été réellement sacrifiés puisque, à la fin, en 1944, la MOI à Paris, à l'affaire Manouchian, ne représentait plus qu'une force auxiliaire. Complètement décapité. Et on l'a bien retrouvé après la guerre, où au début, après la libération, comme le dit Stéphane Courtois, les groupes d'anciens combattants, entre guillemets, de la MOI étaient forts. Donc on avait le souvenir. Et puis après, le Parti communiste a effacé doucettement toute cette mémoire. D'autant plus que beaucoup de membres importants de la résistance des MOI partaient en Europe de l'Est pour, entre guillemets, construire le socialisme, c'est-à-dire opprimer des millions de personnes malheureuses. Les lendemains qui chantent. Ça leur a pas forcément réussi, vu les procès staliniens de Hongrie, de Tchécoslovaquie, les épurations survenues en Pologne, etc. Ça a été le cas de London. Et Boris Alban est revenu après en Roumanie. Alors, il y a des photos de lui en officier français, des photos de lui en général roumain. Mais il a été mis aussi sur la touche et à la fin de sa vie, il a fini en France, qui était certainement plus agréable que la Roumanie. Alors, il faut parler des pertes, des résultats. Pour revenir à ce débat, pour quelles raisons aurait-il été sacrifié par les communistes, ces militants-là ? En août 1943, il y avait, au milieu de l'année 1943, il y avait la volonté du Parti communiste de prendre la direction de la résistance au travers du CNR, du COMIDAC, du COMAC, mais plus tard. Et pour cela, ils avaient besoin, pour des raisons politiques, de gonfler leurs actions et leurs effectifs. Or, ils ont demandé au MOI de faire encore plus qu'avant, avec moins d'effectifs, alors que tous ces gens-là étaient filés, connus par les brigades spéciales.
Et il n'y avait pas aussi le souci chez les communistes d'avoir des dirigeants français à présenter, parce qu'ils pouvaient penser que justement la proportion d'étrangers dans cette résistance pouvait être une barrière pour se faire accepter de l'opinion. Oui, Stéphane Courtois ne le dit pas tout à fait comme ça, mais il le dit pour après. La libération. Après, d'accord. Ouais. Il faut renationaliser le Parti communiste et en faire le parti patriote par excellence. Il faut voir qu'à partir de juin 1941, les communistes sont devenus des patriotes. C'est ça. Et ils ont recruté des patriotes innocents. Rappelez, ils avaient créé le Front National, et à la tête du Front National, ils avaient réussi à mettre Bidault, ce qui était un démocrate chrétien. C'est quand même une performance. Et ça a été important, le Front National, parce que la tactique des communistes, stratégie des communistes, c'est créer le maximum d'attrape-nigo. Alors, il y avait le Front National, il y avait la FTP, il y avait le Parti communiste, il y avait les syndicats, tout cela. Et puis après, il y a eu les milices patriotiques, de façon à attraper, recruter le maximum de monde. Et il faut dire aussi que beaucoup de jeunes sans formation politique particulière ont rejoint les FTP ou les maquis éventuellement communistes par patriotisme. À l'époque, il y en a un grand nombre dans ce cas-là, sans doute. Vous savez, les gens allaient là où il y avait... Bon, dans les communistes, dans les maquis communistes, les FTP n'étaient pas majoritaires. Montagnon, moi-même j'ai passé en revue les livres de Montagnon et de Lormier, en Corrèze, qui a une réputation rouge, moitié-moitié entre l'armée secrète et... en Aquitaine, c'était le roi, avec le corps franc-Pommiès. Même en Haute-Vienne, les 2/3 étaient communistes, FTP avec Guingouin, mais il y avait quand même de l'armée secrète. En Bretagne, les Côtes du Nord étaient FTP, c'est vrai, mais le Morbihan était armée secrète, etc., etc. Donc de ce côté-là, le dire que les FTP étaient la force principale de la résistance, c'est un mensonge. Actif, certes, mais un mensonge. Et autre élément important, Montagnon a fait une étude sur la base des archives du service historique de la défense et des armées, et il arrive sur 13 départements du sud-ouest, là où il y avait plus de communistes, sur environ 1/3 de FTP, et largement dépassé par l'armée secrète. L'ORA étant moindre effectif, mais mieux encadré, mieux armé, et dans certains cas plus efficace. Et cette présence importante dans le sud-ouest des éléments communistes, ça explique aussi d'une certaine manière la nature de ce qui sera l'épuration à l'été 1944. Je voudrais finir sur la guérilla urbaine, parce que il y a le bilan. Alors Liègre l'a tiré, Franck Liègre l'a tiré. En 3 ans de lutte armée, il y a eu 75 Allemands tués en région parisienne. Alors il y a eu des blessés, 360. Mais 75 en 3 ans. C'est relativement peu. Bon. Deuxièmement, 200... Alors, c'est uniquement région parisienne. Mais la région parisienne, c'était l'élément essentiel. 246 attaques contre des locaux occupés par des Allemands en région parisienne. 90% se soldent par des dégâts mineurs. Réseau ferré, 102 sabotages, 8 sur 10 de faible efficacité. Donc il y a une efficacité extrêmement limitée. Et puis il y a eu des exagérations communistes qui sont reconnues même par des communistes. Par exemple, il y a eu des succès. Par exemple, le général Ritter a été tué par leur équipe spéciale. C'était l'adjoint de Sauckel pour le STO, la déportation des travailleurs. De même, au stade Jean-Bouin, non pas le stade Jean-Bouin que nous connaissons à Porte d'Auteuil, mais au stade Jean-Bouin de Montrouge, il y a eu un attentat avec des morts allemands. Ça a été des réussites. Mais par exemple, à un moment, dans les comptes rendus communistes de l'époque, on disait qu'on avait tué le général Schauenburg. C'était faux, il n'était même pas dans la voiture. Et ça, c'est les communistes eux-mêmes qui l'ont dit après. Par exemple, dans le sang des étrangers, ils disent non, c'était une erreur. C'était de la propagande à chaud, mais on a pas remis les choses forcément au clair immédiatement après, à la libération. Ça a contribué à la construction du mythe. Liègre souligne que
on tire dans le tas, puis on part en courant, on compte pas les trophées. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu beaucoup d'exagérations, et il y a d'excellents exemples, nous n'avons pas le temps de les citer, où l'on dit que l'on a attaqué, que l'on a lancé des grenades sur des colonnes allemandes, et on s'aperçoit en fait, d'après les archives de la police, qu'en fait personne n'avait été tué, ou qu'il y avait eu des blessés. Il y a eu des succès, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été présentées comme des succès, qui étaient des... Il y a eu aussi, je crois, il faut le rappeler aussi, des attaques contre les Français, considérés comme partisans de Vichy ou de la collaboration. Dès le départ, les communistes ont créé un corps qui s'appelait Valmy, et qui a eu pour objectif de tuer les traîtres. Certains d'ailleurs, certains à tort d'ailleurs, et surtout de tuer tous les cadres du parti qui avaient quitté, enfin tous, ils n'y sont pas arrivés, mais de tuer des cadres du parti qui avaient quitté le parti en 1939, et certains avaient rallié, comme Giton, le PPF, voilà, le parti de Doriot, ancien communiste. Oui. Voilà. Et cette action de tuer, pour tuer les traîtres, pour les collaborateurs, a été extrêmement important, au point que l'IR dit que les FTP de la guérilla urbaine ont tué plus de Français que d'Allemands. Oui. Il parle aussi des vols, parce qu'il fallait se nourrir, donc il fallait faire des cambriolages, il fallait voler les tickets d'alimentation, voler les banques. Les choses, à la fin de la guerre, ont beaucoup dégénéré. Il y a eu, alors je ne me rappelle plus très bien dans quelle ville, mais il y avait eu un vol gigantesque dans un train de milliards. Ce sont les milliards de la résistance, et qu'on n'a pas toujours tout retrouvé. Il en parle également. Donc, une action de la guérilla urbaine indiscutable, vraie, très active avec la MOI, mais qui n'a pas eu l'impact réel que l'on aurait pu attendre de ce que l'on peut attendre des propos de la part des communistes après la guerre. Et une efficacité relative des effectifs limités, quel qu'a été leur courage. Ce que dit Franck Léac, mais d'autres aussi, c'est que la population a été très réticente jusqu'en 1944 envers la lutte armée, parce qu'elle considérait ça. Ça pouvait lui retomber dessus à travers la répression aveugle. Mais surtout parce qu'on sentait bien qu'il n'y avait pas de moyens. Mais que par contre, des opérations de propagande, des opérations de communication, entre guillemets, comme celle de l'affiche rouge, ont excité la germanophobie et la haine anti-allemande, et que cela a contribué, après, à nourrir les efforts français au sein de la résistance, mais celle des maquis. Voilà ce que je voulais dire sur ce documentaire, car il était quand même beaucoup à la gloire de la résistance communiste. N'oublions pas que la résistance intérieure a été extrêmement importante, et bien antérieure à la résistance communiste, qui pendant le tiers de la guerre a été très complaisant envers l'Allemagne et envers les nazis. Et en ce qui concerne les maquis FTP, qu'ont-ils représenté Alors, les maquis approximativement les partis... c'est très variable selon les régions, j'imagine. Il y a eu des départements sans maquis. Il y a eu des départements où c'était le maquis qui commandait. En Haute-Vienne, le préfet du maquis, Guingouin. C'est Guingouin. Ou en Corrèze. Dans le Lot, les Allemands ont fini par encercler dans Cahors. Ça a été la même chose dans d'autres... Je crois que vous connaissez particulièrement bien, je crois, la situation d'un département comme le Lot. Je crois que par rapport... Bon, il y a eu des maquis FTP extrêmement efficaces. Les maquis FTP avec ceux de l'armée secrète et de l'ORA ont été extrêmement efficaces en Bretagne, avec l'armée américaine. Et je crois que l'on ne souligne pas assez le rôle efficace de la résistance des maquis en Bretagne et dans les Alpes. Bon. Il est difficile de dire combien il y a FTP, mais je peux citer le chiffre
de Montagnon. Montagnon estime qu'à la Libération, il y avait 400 000 maquisards. Il dit que les maquis FTP ont été très largement minoritaires. Maquis l'Aise, l'Ora et des divers mouvements de résistance non communistes, maquis d'inspiration SE, il ne faut pas oublier les Anglais, fournissent près des 3/4 des effectifs. Donc 400 000 multipliés par un quart, ça fait 100 000. Dont beaucoup viennent des chantiers de jeunesse vichistes d'ailleurs, durant cette époque-là. Alors, chez les FTP, tous ne seraient pas communistes, 25% reconnaissent leur chef. Il y a eu quand même des officiers parachutistes de la guerre d'Indochine, comme Mosconi, qui venaient des FTP. Donc il a une étude du service historique de l'armée de terre sur 13 départements du sud-ouest, dont ceux du Limousin, présentés traditionnellement comme bastion FTP. Tout à fait. Donne comme maquisard à la Libération 72 000 armées secrètes, 12 000 OCM, 11 000 ORA, et FTP 50 000. Donc un rapport 1 tiers, 2 tiers dans ces régions particulièrement marquées par le communisme. Donc je crois que c'est un point extrêmement important. Ils n'ont pas été toute la résistance. Or, ce que l'on a vu pendant la fin de l'année 43 et au début de 44, c'est la tentative, et d'ailleurs relativement réussie, de la mainmise du Parti communiste sur les organes de la résistance. Pourquoi ? Parce qu'en juin 1943, Jean Moulin est arrêté. C'est ça. Et De Gaulle, au lieu de lui faire succéder Brossolette, il a mis un préfet transparent, d'ailleurs très curieux, le tropisme de Gaulle pour les hauts fonctionnaires, lequel n'a pas eu le poids. Et il avait mis à la tête de la délégation générale, avant l'arrivée de Bollaert, des personnels qui n'avaient pas la taille de s'opposer aux communistes. Et Brossolette est parti en France, mais il n'était que conseiller. Celui qui avait remplacé Jean Moulin, c'était Bouchinet-Serreul. Bouchinet-Serreul avait été aide-de-camp de Gaulle pendant 2 ans. Alors, compagnon de l'admiration, garçon qui a risqué sa vie, mais qui n'avait pas la dimension. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, les communistes ont mis la main sur le CNR. Comment ont-ils fait ? Eh bien, ils ont tout simplement, le CNR, c'était quand même une vingtaine de personnes qui représentaient les partis, les mouvements de résistance. Alors, ils ont créé un bureau. Comme on ne peut pas réunir tous les membres toutes les semaines ou tous les mois même du CNR, il suffit de créer un bureau. Et ce bureau du CNR, il y avait Bidault, évidemment, Bidault, oui. Bloch-Mascart, de l'OCM, il y avait surtout Villon, de son vrai nom Gainsburger, Saillant et Copeau, qui étaient tous les 3 communistes. Donc 3 sur 5. 3 sur 5. Là-dessus, le CNR a créé le Comidac, et puis après le Comac. Et alors, il y a eu des arrestations, dont certaines sont très douteuses, et à chaque fois qu'il y avait une arrestation, on mettait un communiste. Ça a été le cas du chef d'état-major des FFI local, qui s'appelait De Jussieu-Poncaral, qui a été arrêté, et lui a succédé, si je ne me trompe pas, Kriegel Valrimont, qui était communiste. Ce qui fait que le Comac, en 1944, c'était président Villon, De Voguet, compagnon de route, Kriegel Valrimont, communiste, Malré-Joinville, communiste. Et ça, ils savent faire. Et ils avaient refusé les gens de l'ORA, c'est-à-dire Général Revers et Elie, et Chaban et Delmas y étaient associés. Alors, il y a eu à ce moment-là une concurrence entre le général de Gaulle et les communistes du CNR et du Comac. Pourquoi ? Parce qu'on avait bien vu à la libération de la Corse, qui a été faite par la résistance, par les commandos et par l'intervention du général Giraud, lequel était quand même d'une naïveté politique, parce que lorsque la Corse a été libérée, les communistes se sont implantés dans toutes les communes et ont fait voter les gens à main levée. Et à la fin de septembre 1943, politiquement, la Corse était aux mains des communistes. Et c'est là que, semble-t-il, Gérald de Gaulle a complètement réalisé le danger communiste. Alors, il a créé une structure avec les délégués militaires nationaux,
des délégués militaires régionaux, départementaux, et il a mis au moment du débarquement, le général Koenig, le général de Bir Hakeim, à la tête de cela. Et ça a été extrêmement difficile parce que dans certains coins, les représentants de Londres étaient refusés par les chefs communistes. Et il y a eu une opposition, une concurrence extrêmement forte que le général de Gaulle a fini par gagner, mais extrêmement péniblement. Puis assez tard, c'est à la fin de l'été 44, quand il fait sa tournée dans le midi de la France, là, il va à Toulouse, à Bordeaux, etc., et que là, il réussit à s'imposer aux leaders communistes locaux. C'est vrai, mais le CNR, enfin, le Comac avait perdu au préalable, parce que globalement, la résistance obéissait quand même aux ordres de Londres, aux ordres du général Koenig. Mais il est vrai aussi que les communistes, parce que c'est les communistes, et avec les milices patriotiques, se sont implantés dans des bases rouges. Par exemple, Toulouse. Oui. Par exemple, Montpellier, Marseille, toute cette zone-là était aux mains des Rouges avec ce que cela voulait dire d'arrestation, d'épuration et parfois de crimes. Si j'ai une minute... oui, il nous en reste une, justement. Je voudrais dire que les communistes dans le Lot, à la fin 1943, c'était... les communistes dans le Lot avant la guerre, c'était 0. C'est un département socialiste, radical-socialiste, franc-maçon. Fin 1943, alors que ça faisait 4 ans que derrière Jean-Jacques Chaput, il y avait une résistance qui existait avec les groupes Vény. Les groupes Vény, c'était des groupes militaires à tendance socialiste. Les communistes, ils étaient 200 fin 1943. Et à force de dire que l'armée secrète était des attentistes, qu'eux avaient des armes, les communistes ont persuadé Chaput de les rejoindre. D'un seul coup, les communistes sont devenus la principale force avec Dopar et Lénine. C'était faux. Et Jean-Jacques Chaput, qui était on ne peut plus lotois, a été désigné pour prendre la tête des FTP en Corrèze, qui n'était pas son département. Et c'est lui qui a été à la tête des FTP qui ont pris Tulle parce que les communistes voulaient s'emparer de villes, les premiers. Guingouin, à Limoges, a refusé en disant que ça va être un massacre. Et à Tulle, il y a eu 100 pendus. Voilà, et après, ça c'était au mois de mai 1944. Et après, Jean-Jacques Chaput, désigné comme chef militaire interrégional, est mort dans des conditions pas complètement claires dans la Creuse. Oui. Voilà un homme qui était profondément lotois et qui aurait pu s'opposer à la mainmise des communistes sur le Lot et qui a été éliminé d'une manière ou d'une autre. Et en septembre 1944, ceux qui commandaient dans le Lot, c'était les communistes, avec des hommes comme Lursa, vous savez, le tapissier, comme Ilsum, en ancien de France Navigation, et l'illustre René Andrieux. Et ils se sont livrés un certain nombre d'exactions. Au moment de la libération à Cahors. Voilà. Merci beaucoup, André Possokov, pour tous ces éclairages passionnants sur cette période ô combien compliquée, sur laquelle nous sommes amenés à revenir très souvent. Je crois que ce sera encore l'occasion, dans les mois qui viennent, d'avoir ainsi des séances de réinformation des plus utiles sur cette période extrêmement troublée. Merci.